à toutes et à tous, marhaba bikoum, bienvenue chez vous dans votre espace matinal de tous les jours. Il s'agit bien évidemment de Bonjour d'Algérie, bon réveil à tous. Nous sommes le lundi et comme tous les lundis, on vous accueille avec beaucoup de bonne humeur, avec tous nos rubriques. Et on commence tout de suite avec, bien sûr, comme d'habitude, le sommaire de notre émission. On commencera, comme tous les lundis matins, avec Ahmed Grigarsen dans la rubrique Savants et chercheurs algériens, qui lui s'intéressera aujourd'hui à Ahmed El-Makkari El-Tlemceni. C'est un savant algérien historien né à Tlemcen en 1577. Nous y reviendrons avec plus de détails dans la rubrique Savants et chercheurs algériens. Dans la rubrique Santé avec Ouida Dagabi, on s'intéressera à la sarcoïdose, une maladie auto-immune rare, une maladie méconnue et qui touche de plus en plus répandue à travers le monde. C'est l'occasion d'en parler aujourd'hui avec plus de détails dans la rubrique Santé. Consommation et vie pratique avec Farah Hamadej qui s'intéressera aujourd'hui au chocolat, un sujet qui, j'imagine, intéresse beaucoup de monde, pour ne pas dire tout le monde. Eh bien, le chocolat, sa consommation, comment bien le choisir et comment l'utiliser, ce sera tout à l'heure dans la rubrique Conso. Mounia Hutti s'intéressera aujourd'hui à la pâte à modeler comme prévu, elle avait promis de le faire. Donc pâte à modeler pour les petits, pâte à modeler comestible, comment fabriquer sa pâte à modeler maison pour bébé. Et puis elle s'intéressera également aux peintures comestibles pour enfants. Voilà pour l'essentiel de notre émission d'aujourd'hui. Sans plus tarder, la météo, comme d'habitude avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ah ben, alhamdoulilah. Allez, on y va avec la météo du jour? Exactement. Alors. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil en cette début de matinée. Brume et nuages bas se partageront le ciel sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera dégagé à peu nuageux tout au long de cette journée. À partir de la soirée, il faudra s'attendre au retour des pluies, notamment sur la partie est, sur les régions sahariennes. Beaucoup de soleil également sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central, l'extrême sud, mais on notera quelques passages nuageux, notamment sur les oasis et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 20 et 16 degrés sur les régions intérieures. On notera un minimum de 7 degrés, notamment du côté de Batna. Sur la moitié sud, eh bien, le mercure atteindra les 30 degrés, notamment pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt couvert avec quelques passages nuageux, notamment à Berlin, Prague, Varsovie, beaucoup de soleil. À Rome, Berne, Paris, Bordeaux et Madrid. Côté Mercure, on notera 11 degrés à Rome, 3 degrés à Berne, 5 à Berlin, 4 degrés à Prague, 2 degrés à Budapest, 4 degrés à Bucarest, 12 à Madrid, 8 seulement à Paris et enfin 13 degrés à Marseille. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci beaucoup Mina et très bonne matinée à vous aussi. Merci à vous. Merci. Quant à nous, on continue en musique comme à chaque fois et aujourd'hui, ce qu'on a à vous offrir, c'est Wallah ya Moulana de Ahl Tiwan apprécié. سبحان الحي الباقي
De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, place à présent à la première rubrique du jour, tout de suite après ceci. Et la première rubrique du jour, vous l'aurez compris, c'est la rubrique Savants et chercheurs algériens présentée, comme à chaque fois, par Ahmed Kelekahsen. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumeya, bonjour à toi et à tes téléspectateurs. Bonjour, comment ça va? Alhamdoulilah, barak fik. Alhamdoulilah. Et on commence donc cette rubrique avec, on termine avec d'ailleurs, avec Ahmed, Ahmed El-Makkari El-Tlemceni. Alors, j'annonce le nom complet ou je vous laisse le faire? Alors, de son nom complet, Abou al-Abbas Shihab al-Din Ahmed ibn Mohammed ibn Ahmed ben Yahya al-Makkari al-Qurashi, c'est un historien, ce fut un historien algérien né à Tlemcen vers 1577 et mort au Caire en janvier 1632. C'est vrai qu'il a beaucoup voyagé à la quête du savoir, justement. Encore une fois, un gars qui tombe dans une période très trouble. Donc, c'est le Maghreb du XVIIe siècle. Surtout le Maroc, à l'époque, c'était avec les Saadites qui étaient très perturbés. Parce qu'après la mort de Ahmed Mansour Dahabi, ses enfants commençaient à se guerroyer. Ils ont fini par tout casser. Ils ont fini par détruire leur propre dynastie. Et c'est à ce moment qu'a vécu donc, Ahmed El-Makkari. Ahmed El-Makkari Tlemceni, comme vous le dites, il a deux... On appelle ça le kunya en arabe. Le kunya que les Maghrébins utilisent, c'est Abou al-Abbas. Donc, ils associent à chaque prénom une kunya. Donc, Ahmed, c'est Abou al-Abbas. Abdurrahman, c'est Abou Zayd. Omar, c'est Abou Hafs. Othman, je crois, c'est Abou Saïd, etc. Donc, il y a des règles. Par contre, les Orientaux, donc, ils ont une autre façon de voir. Donc, c'est quand il est parti en Égypte et en Syrie
qu'on lui a octroyé le surnom de Shihab ad-Din, parce que eux, c'est Shihab ad-Din, c'est Shams ad-Din, c'est les noms comme ça palpitants. Nous, on est un peu plus modeste, un peu plus humble. C'est pas la même vision des choses. Donc, c'est Ahmed Maqari Tlemceni. Pourquoi Ahmed Maqari Tlemceni? Parce que c'est un autre Algérien qui a vécu en Algérie, qui a grandi en Algérie, qui est parti, qui s'est déplacé après avoir mûri. Donc, c'était un savant complet quand il est parti. Il s'est installé en Orient. Il est mort en Orient, comme Ibn Khaldoun, comme par la suite Ibn al-Annabi, comme le Kbati, plein d'autres qui sont partis et qui sont installés, comme les parents de Boussiri aussi. Oui. Donc, mais on ne les connaît pas assez. Même si le Maqarri, il s'est imposé par son œuvre, Naf' al-Taib, qui est incontournable, c'est comme l'histoire d'Ibn Khaldoun. Donc, quand il a écrit ça en série, maintenant, actuellement, personne ne peut écrire l'histoire ni du Maghreb ni de l'Andalousie sans se référer à Naf' al-Taib. Donc, c'est quelque chose. Référence. Exactement, c'est une référence incontournable parce qu'il a cité des références qui n'existent plus. Donc, il a compilé ce qu'il y avait à son époque. Et c'est quelqu'un de très important. Donc, dommage qu'on ne les connaît pas assez. C'est des gens clés dans l'histoire de la civilisation universelle. Parce que les orientalistes sont intéressés à lui déjà au 19e. Dozy et ses confrères sont intéressés aussi à Al-Maqarri. Donc, pour revenir un peu à l'enfance, donc il a étudié à Tlemcen, il a appris le Coran, il a grandi, il a eu la chance d'avoir un grand homme comme oncle, Cheikh Saïd Maqarri. Son père est mort, il est décédé en il était mufti. Son oncle Saïd, son grand-père était aussi. C'est une lignée de grands savants parce que le premier qui s'est installé à Tlemcen, c'était un commerçant. Il le raconte lui-même. Était un commerçant et par la suite, tous ses enfants, ils sont enrichis avec. C'est le commerce des caravanes entre Tlemcen et Tombouctou. Donc la famille est devenue très riche. À un certain moment, ils ont arrêté le commerce, ils se sont consacrés au commerce des sciences, donc, pour le dire comme ça. C'est bien dit. Exactement. Oui. Donc ils sont consacrés à ça et c'est devenu une lignée de ulama. D'accord. Donc il y a eu le Maqarri, donc il y a eu le Jed qui est très connu, il y a eu le Khatib, il y a eu Ahmed al-Maqarri, il y a eu un autre par la suite et le dernier, on commence à voir défiler quelques images. Donc ça c'est une image du manuscrit de Ida'at al-Dujunna fi Aqaid Ahl al-Sunnah. Donc ça c'est un manuscrit qui est très répandu, ces œuvres sont très très répandues. Je pense que presque maintenant actuellement presque toutes ces œuvres ont été éditées, donc on connaît assez bien, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de travail complet sur la vie, donc en utilisant les références, ses écrits, donc un vrai travail d'investigation et de recherche en se basant sur son œuvre. Ça c'est Naf' al-Taib, je disais, c'est la référence. Il a écrit quand il est parti en Syrie, à Damas. Ibn Shahin lui demande, parce qu'ils étaient là le soir à parler, il leur racontait l'histoire de Lisandine ibn al-Khatib. À la fin, après toutes ces tous ces majalis, il y a Ibn Shahid qui lui demande est-ce que vous pouvez nous rédiger tout ça. Donc il rédige Naf' al-Taib, puis Ghusl al-Andalusi al-Ratibi wa waziriha Lisandine ibn al-Khatib. Donc l'œuvre est composée de deux grandes parties. La première partie est consacrée à l'histoire, la géographie de l'Andalousie. La deuxième partie, c'est la vie et l'œuvre de Lisandine ibn al-Khatib. C'est une encyclopédie historico-littéraire parce qu'il y met c'est une collection de poèmes, c'est une collection de productions littéraires de l'Andalousie et du Maghreb aussi. Ça, c'est aussi un autre livre, la biographie de Al-Qadi Iyad, Azharriya fi Akhbar Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad, c'est un grand qadi de Ceuta. Il a marqué son époque, il est du 5e, 6e siècle de l'Hégire. Et il lui consacre aussi une biographie qui est aussi très importante pour la période. Donc, quand il est parti, donc au moment où après le décès de Mansour Dahabi, il quitte le Maroc et il va en premier temps, bien sûr, l'objet principal. Ça, c'est son premier travail. روضة الآس عاطرة الأنفاس في من لقيته من العلماء في مراكش وفاس, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une recension de ses maîtres. Donc après avoir été formés, ils ont l'habitude de demander l'ijaza. Il y met la biographie de 34 alim, et c'est aussi une autre référence qui est jusqu'à... Et ça, c'est Rihlat al-Maqarri qui est jusqu'à tout récemment, elle a été donnée pour perdue.
mais qui a été retrouvé dans la bibliothèque de l'un des orientalistes, dont la fille l'a offerte à la Bibliothèque nationale d'Alger. Et on a pu revoir le travail réédité. C'est quelque chose de très important. Vous l'avez dit, il s'est installé au Maroc, donc quelques années. Voilà, pour suivre la cour du roi Ahmed el-Mansour. Après son décès, donc il s'installe à Fès. D'abord, exactement. Il sera donc nommé mufti et imam en 1618 par Zaidan al-Nasir, qui est le successeur d'Al-Mansour. Exactement. Le premier successeur qui, a un premier temps, a réussi à faire pencher la balance pour lui, mais en fin de compte, il a fini par perdre. Et quand le Maqari a vu que les choses allaient basculer, donc il a préféré quitter, il est parti en pèlerinage. Mais il a quitté. Je crois qu'il pensait revenir, donc, parce qu'il a laissé sa famille à Fès. Il a laissé une femme et une fille à Fès. Et au moment où il ne pouvait plus revenir de Damas, il envoie une lettre à Nasser ibn Nasser al-Dar'i. C'est un chef d'une zawiya qui est devenu à un certain moment un prince. Il lui demande de prendre soin de sa fille et d'essayer de la marier. Il lui donne une sorte de procuration pour marier la fille. Il lui dit « Je suis très inquiet pour ma fille. Pour ma femme, vous lui dites que... » Parce qu'au moment de partir, il devait partir seul. Donc il lui dit je te renvoie le mandat parce que si tu veux dissoudre les liens du mariage, si tu veux, tu peux divorcer par toi-même. Donc, elle a refusé, puis par la suite, elle est même décédée. Il s'est marié 3 fois, donc il s'est marié au Maroc, enfin, il s'est marié à Tlemcen, il a ramené sa femme au Maroc, il s'est remarié en Égypte et il s'est remarié une 3e fois à Damas, en Syrie. Et donc, on ne sait pas, apparemment, il a eu des enfants. Est-ce que sont devenus ses enfants? On ne sait pas trop. Mais la famille est restée quand même. Le nom de la famille est resté jusqu'au XXe siècle, parce qu'on sait qu'il y a un grand vizir au Maroc, Mohamed el-Muqri, qui l'appelle. Apparemment, c'est l'un des enfants c'est un descendant des Maqari de Tlemcen, parce qu'au début du 19e, il y a les Maqari qui quittent Tlemcen, parce qu'il y a eu encore des troubles politiques, donc ils sont obligés de se réfugier au Maroc. Ils vont à Oujda, puis à Teza, puis s'installent à Fès. Et 1860, je crois que Mohamed el-Muqri est né à Fès. Il devient grand vizir, Sadr al-A'dam. Il a été Sadr al-A'dam de 5 rois du Maroc. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'empereur ou le roi de Prussie qui dit qu'il est difficile d'être empereur sous Bismarck. Bismarck était Premier ministre, mais comme c'était une forte personnalité, donc il était difficile d'être empereur. Et les rois du Maroc, je pense qu'ils ont souffert avec Mohamed el-Muqri parce qu'il était très difficile. Il a survécu à 5... il a été, jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu presque 100 ans. Donc à 98-99 ans qu'il est décédé, mais il est resté comme un grand vizir. Et c'est un descendant de la famille, pour vous dire comment ils ont marqué l'histoire du Maroc pendant 5 siècles. Cette famille du premier qui est parti de Mogara à Tlemcen, et là ils ont... Et donc, pour revenir, ça, c'est Madh al-Ni'al, Fath al-Muta'al fi Madh al-Ni'al. Il a consacré, c'est un thème très particulier. C'est l'un des inventeurs. Vous savez qu'il y a quelques traces du prophète, alayhi salatu wassalam, entre autres l'Amama, qui existe à Topkapi actuellement, et Ni'al aussi, donc les savates de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Donc, bien sûr, ça a fait objet de poésie, objet d'écriture. Donc, lui, il a compilé ce travail sur ça. Il y a aussi Azhar al-Kamama fi Akhbar al-Imama de Rasulullah alayhi salatu wassalam. De la même façon, il a fait un autre travail. Les 2 livres ont été publiés tout récemment. Des recueils, finalement. Des recueils de poésie et c'est des travaux de littérature. Récemment, il y a quelqu'un qui a fait la collection de ses poèmes. Donc, il a édité Diwan Ahmed. Je ne sais pas ce qu'il est complet, sur quoi il s'est basé. Il dit le Mandomat Sharia, parce qu'on sait qu'il y a encore des travaux manuscrits. Entre autres, j'ai trouvé dans une revue quelqu'un qui a publié une Mawlidiya de Al-Maqari qui existe dans l'une des bibliothèques au Maroc. D'accord. Donc, voilà. On va voir une autre image, peut-être. Oui, ça
C'est le travail de dire que Abdelhaï El-Kettani s'intéresse à la vie de Al-Maqarri, ça veut dire que c'est quelqu'un de très important. Et là, il défend Al-Maqarri parce qu'il y a un Égyptien, je crois, qui a publié un article à l'époque, et il essaie il a semé le doute un peu sur l'origine qurayshite de Al-Maqarri. Il dit Qurayshi, c'est pas sûr. Et de là est née l'idée d'écrire cette biographie qui est très intéressante, elle est là. وقفات في حياة الحافظ أحمد محمد المقري de العلامة الشيخ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. عبد الحي الكتاني, c'est une référence au XXe siècle. Il est aussi incontournable. Donc il s'intéresse. Et là, il donne comme il avait une bibliothèque très riche, elle a été même à la suite confisquée par le roi du Maroc, donc il avait plein de données que personne n'avait. Et il fait un travail d'investigation sur la vie de Maqarri. C'est là où on trouve que, parce que le gars qui a écrit l'article, il dit qu'il n'a pas d'enfants, il lui dit non, il a des enfants, et voilà telle fille et telle fille, voilà ce qui est arrivé avec le détail, avec des références manuscrites. Il parle de l'origine qurayshite, lui dit comment vous pouvez contester l'origine qurayshite de Al-Maqarri alors qu'Ibn Khaldoun, Sindi Ibn Khatib attribue l'origine qurayshite à son grand-père, Mohammed Al-Maqarri à l'époque, le Jad. Donc voilà, il donne plein de références et il donne des détails comme ça sur les différentes étapes de la vie de Al-Maqarri, ses déplacements, les rencontres qu'il a eues avec les rois, les rencontres qu'il a eues avec les hommes du savoir, surtout à Damas. À Damas, il a subjugué donc il avait le Jama' al-Amawiyin qui était plein, parce qu'au début, il donnait des leçons sur le Bukhari, Hadith al-Bukhari, il s'est installé, il les a subjugués par son éloquence, par son savoir, par c'était carrément des conférences qu'il donnait. Des conférences. Et il y avait tout le monde qui venait, donc on disait que la mosquée était remplie comme rarement. Elle a été remplie pour ce genre de leçons. Et bien sûr, d'où ce qu'il a fait. Lui, il voulait terminer sa vie à Damas. Mais bon, hélas, il est décédé avant de pouvoir repartir à Damas. Il a fait le pèlerinage 5 fois. Donc, il a quand même vécu quelque temps à la Mecque. Donc, et eux, ils allaient vivre à côté de Sidna Mohammed alayhi salatu salam ou à la Mecque pour visiter, pour faire des khalwa même à Hira, comme l'avait fait l'Amir Abdelkader par la suite. Donc, c'est des périodes de la vie, donc à un certain moment, les gens se reviennent un peu à la vie mystique, dhikr, etc., en préparant leur fin. Et voilà, ça c'est... Il visite également Jérusalem et Damas. Il tombe amoureux de Damas, il veut s'y installer, mais en 1628, vous l'avez dit, il décède. Il décède au Caire. Donc c'est un peu la vie de Maqarri qui est très intéressante. Je le connaissais et en préparant l'émission, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas assez. Il mérite un peu plus. Parce que Maqarri, je suis quand même subjugué par ce... Et vous lui avez rendu hommage aujourd'hui. J'espère. En tout cas, merci beaucoup Ahmed. Merci pour toutes ces précisions. Il s'agissait bien sûr de Ahmed Al-Maqarri At-Tlemceni, donc un savant algérien né justement à Tlemcen. Il a grandi là-bas, il a appris l'essentiel donc du Coran bien sûr et des traditions, des sciences, d'abord par son oncle qui était un mufti de la ville de Tlemcen justement. Et ensuite, donc, il a beaucoup voyagé, vous l'avez dit, il voulait s'installer à Damas définitivement, mais il n'a pas réussi à le faire. En tout cas, il a eu la chance de voyager beaucoup, de rencontrer... Il a marqué son époque. Voilà. Et il a laissé des ouvrages qui restent des références incontournables dans l'histoire de la civilisation islamique, notamment pour l'Andalus et le Maghreb. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'était fort intéressant comme à chaque fois Ahmed. Et on aura le plaisir de vous revoir donc la semaine prochaine. Lundi prochain avec un nouveau thème. Inch'Allah. L'année prochaine. Et l'année prochaine en plus, bonne année. Sur ce, on vous dit bonne année, meilleurs vœux. Inch'Allah,
الجزائريين كاملين. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed. Nice. À l'année prochaine, du coup. Allez, quant à nous, on continue. Et on va découvrir, on va à Tlemcen, justement, comme le Maqarri. On va lui rendre visite à Tlemcen. Donc, on en a parlé à travers son parcours, le parcours de ce savant issu de cette belle ville de Tlemcen. On va découvrir une maison d'hôte à Tlemcen. Et c'est Naïma Loualish qui nous y emmène ce matin. Regardez. À Oujlida, dans la proche banlieue de Tlemcen, une maison d'hôtes fut érigée il y a 4 ans et dès lors, elle ne désemplit plus. Première du genre dans toute la région, le gîte qui se nomme aimablement Marhaba accueille par vagues des hôtes d'ici et d'ailleurs. Avec des intérieurs stylisés et des extérieurs tout à fait verts, le gîte séduit beaucoup par ses lumières et son style symbiotique entre ancien et nouveau. Ce qui me touche beaucoup ici, c'est la gentillesse, le sens de l'hospitalité, l'accueil qui nous est fait dans chaque endroit. La très belle surprise de découvrir une maison extrêmement bien conçue, décorée, qui nous emmène dans un style décoratif algérien absolument magnifique. Et c'est surtout pour nous l'occasion d'échanger avec une personne d'ici, qui vit ici. Quand on cherche une maison d'hôte, c'est que la personne qui habite ici prenne le temps de nous dire quelle est sa ville, comment on peut la visiter, qui sont les habitants. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis, le décor est vraiment très, très, très beau. Et cette bienveillance, enfin pas bienveillance, ce plaisir qu'on a l'impression que les gens ressentent à nous voir. Avant même d'aller à la découverte de Tlemcen, une ville perchée sur montagne avec vue impériale, les touristes rencontrent dans le gîte les premières odeurs et saveurs d'une contrée plusieurs fois séculaire. À force de visiter l'Algérie et de me rendre compte que l'hébergement était très difficile à trouver, et notamment un hébergement intime, en fait, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une maison d'hôte, et d'autant plus que moi j'aime recevoir les gens, et ça me fait plaisir de pouvoir partager aussi avec les gens qui aiment ce concept. Une maison d'hôte est une sorte de vitrine où l'étranger espère découvrir de l'intérieur une façon de vivre ainsi qu'une gastronomie particulière, et c'est d'ailleurs le cas chez Marhaba. L'écotourisme, on évite le tourisme de masse. En fait, l'hébergement dans une maison d'hôte comme ça, c'est très peu de personnes en fait. Il y a 6 chambres. Donc on ne peut pas avoir une multitude de gens, donc on est très proche des gens et on peut partager énormément de choses au niveau culturel, au niveau agriculture rurale, au niveau écologique, au niveau des produits du terroir, parce qu'en fait on favorise ici l'utilisation des produits du terroir. Avec 75% du patrimoine culturel algérien, Tlemcen possède d'incroyables atouts touristiques qui ne vont pas sans structure d'accueil, dont certaines promettent un dépaysement savoureux. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, on accueille tout de suite l'équipe féminine du lundi matin. Widada Gabi. Bonjour. Ahlan. Widada Gabi pour la rubrique santé, consommation et vie pratique avec Farah Hamadash. Bienvenue à vous, Farah. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Et puis celle qui a l'habitude de nous parler des bébés, il s'agit bien évidemment de Mounia Witis. Mounia, marhaba. Merci. Comment ça va? Bien, bien. Alhamdoulilah. Alors, avec vous, ça sera la pâte à modeler. Là, on va bien s'amuser aujourd'hui. Le plateau est transformé en atelier ce matin. Mais on va commencer quand même avec la rubrique santé. On va dire le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin, si vous voulez. Et ben voilà, c'est la promotion de sa rubrique, c'est normal. Ben voilà, on commence avec la rubrique santé. Aujourd'hui, on va parler de sarcoïdose. Alors, c'est une maladie de cause inconnue qui peut toucher plusieurs organes, en particulier les poumons pour commencer, et puis les ganglions lymphatiques. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est une maladie auto-immune en tout cas, méconnue, mais qui touche beaucoup de monde.
Exactement. C'est une maladie rare. On parle de maladie orpheline, mais elle est présente en Algérie. Et nous, à l'hôpital, on a plusieurs malades qui sont suivis pour sarcoïdose. Donc, c'est une maladie inflammatoire qui touche, on dit qu'elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle touche plusieurs organes, avec une préférence pour le poumon, c'est-à-dire une prédominance de l'atteinte pulmonaire chez ces patients-là. Et elle peut toucher l'homme, la femme, l'âge, c'est en général les personnes d'âge adulte, entre 20 et 40 ans. Et elle est de cause inconnue. On ne sait pas encore qu'est-ce qui cause cette maladie. Il y a des hypothèses, mais on ne sait pas encore les facteurs qui donnent cette maladie. Et on n'a pas encore identifié, puisqu'on n'a pas identifié les causes, on n'a pas trouvé le traitement pour cette maladie. Mais on connaît du moins les symptômes. Les symptômes, oui. Donc c'est une maladie, comme en fait c'est une granulomatose, on parle de granulomatose. Il y aura un granulome, c'est-à-dire amas de cellules au niveau d'un organe et qui va essayer de dysfonctionner l'organe. Quand il s'agit d'une atteinte du poumon par exemple, ça donne une toux sèche en général, ça donne des douleurs thoracique, ça donne ce qu'on appelle un essoufflement, c'est-à-dire une dyspnée. Et ça peut toucher aussi... On est en train de voir l'image? Oui. Donc ça touche aussi les ganglions et là, il y aura une hypertrophie des ganglions, donc on aura des adénopathies. Carrément. Oui, au niveau de la région cervicale, au niveau des aisselles, au niveau de la région inguinale, et ça peut être même à l'intérieur, parce qu'on a même des ganglions à l'intérieur du corps, c'est-à-dire au niveau du thorax et de l'abdomen. Oui. Et dans ce cas-là, ça prête confusion avec d'autres maladies, notamment, c'est difficile pour nous de faire la part des choses entre une sarcoïdose, une tuberculose et un cancer des ganglions, ce qu'on appelle le lymphome. Donc c'est très difficile. Donc, ce qui rend le diagnostic un peu difficile. Oui, c'est une maladie qui est rare avec le diagnostic qui est difficile. On a dit que ça peut toucher plusieurs organes, ça peut toucher le foie, le cœur. Ça touche, quand c'est le cœur, c'est une atteinte grave. Ça peut toucher le cerveau, ça peut toucher la région ORL. Ça aussi, ça peut donner une atteinte grave, c'est-à-dire la personne ne pourra pas respirer. Ça peut donner une atteinte des reins. Donc ça peut toucher plusieurs organes à la fois. Une atteinte articulaire, c'est une inflammation un peu partout dans plusieurs organes et elle peut être asymptomatique par contre. D'accord. Il peut y avoir ce granulome et la personne elle n'a aucun symptôme. Elle ne ressent rien. Y a-t-il des personnes prédisposées à avoir justement oui, alors, la sarcoïdose? En fait, c'est une maladie qui existe un peu partout dans le monde, oui. Aussi en Algérie. Ouais. Elle touche les hommes et les femmes, avec une légère prédominance féminine, comme toutes les maladies auto-immunes. Et la race noire, elle est plus prédisposée à cette maladie par rapport à la race blanche. Par exemple, c'est cette différence. D'accord. Oui, il y a une prédisposition génétique. On a remarqué qu'il y a des familles de sarcoïdose, mais ce n'est pas une cause directe. On dit qu'elle est très rare avant 15 ans et exceptionnelle avant 4 ans. Chez les enfants, oui. Chez les enfants, oui. Elle est rare. Mais généralement, elle touche les adultes entre 25 et 45 ans. Exactement, c'est l'adulte jeune, voilà. Elle est également rare après 70 ans. Oui, elle est rare après 70 ans. Elle touche l'adulte jeune, en général, on a dit c'est une atteinte systémique, puisque c'est les adultes jeunes, quand ça atteint la peau, il y a une image qui doit passer pour l'atteinte cutanée, c'est un peu... c'est gênant et vraiment ça altère la qualité de vie de la personne parce que c'est la peau, on peut voir... Les causes restent méconnues. Oui, la cause elle est méconnue, il y a des hypothèses, donc pour une cause qu'on sait pas encore, qu'on n'a pas encore identifiée, il y a l'immunité de la personne qui va être qui va travailler mal et les cellules immunitaires vont essayer de travailler un peu plus, donc il y aura de l'inflammation, ce qui va causer cette maladie. Ils ont incriminé l'exposition à certains pesticides, par exemple, à des poussières, à des produits chimiques, mais on n'a pas encore identifié la cause. Oui, réellement. Réellement. C'est une maladie auto-immune, inflammatoire, donc elle ne serait pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse, la sarcoïdose, non. Elle n'est pas contagieuse. Même pour l'atteinte pulmonaire, par exemple, ou bien pour l'atteinte cutanée, elle n'est pas contagieuse. J'ai dit que ça prête confusion avec la tuberculose, donc pour nous, en tant que médecins, c'est difficile de faire la part des choses.
Des fois, on est obligé de dire aux patients qu'il s'agit peut-être d'une tuberculose ou d'une sarcoïdose. On est obligé de pousser les investigations encore plus, d'éliminer une tuberculose pour retenir le diagnostic d'une sarcoïdose. Donc, vu que déjà en Algérie, on est un pays d'endémie, donc on est obligé d'éliminer toujours une tuberculose. Pour pouvoir procéder au traitement. Ah oui, parce que le traitement qu'on donne pour la sarcoïdose, on ne peut pas le donner pour la tuberculose. Si on donne le traitement de la sarcoïdose chez un malade qui a une tuberculose, on aggrave la situation. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours éliminer. Les risques, justement? Les risques, si on donne par exemple des corticoïdes ou des immunosuppresseurs chez un malade qui a une tuberculose, et la tuberculose c'est une infection, on va flamber l'infection et l'infection va se propager. Ah oui, elle va se propager, on aura des atteintes graves. Donc, puisque la tuberculose, le traitement est basé sous antibiotiques. Et les infections, ça ne marche pas avec les anti-inflammatoires, ça ne marche pas avec les corticoïdes, ça ne marche pas avec les immunosuppresseurs. Au contraire, on a besoin de notre immunité pour lutter contre tout ce qui est infectieux, tout ce qui est bactéries. Les anti-inflammatoires endorment notre immunité, donc du coup, ça aide le développement de la bactérie et de l'infection. Voilà. Mounia Witis, parce qu'elle est maman, elle se renseigne beaucoup. Oui, c'est vrai. Et vous n'aimez pas exposer vos enfants aux produits chimiques, c'est pourquoi vous allez nous parler aujourd'hui de pâte à modeler comestible. Exactement. Ah ben voilà, ça tombe bien justement. Elle fait beaucoup d'efforts et c'est très bien. Si on apprend ça à toutes les mamans, on va protéger nos enfants contre toutes les plusieurs maladies. Infections, plusieurs maladies. Exactement. Protéger ses enfants contre les produits chimiques, j'allais dire. Oui, exactement. Donc, qui causent des allergies, des maladies comme cette maladie. Donc, Puis, il y a certains produits chimiques, on ne connaît pas encore leur effet à long terme. Oui, exactement, sur la santé. Donc, ce serait sympa de faire un spécial, justement. Produits chimiques. Oui. Produits chimiques, cosmétiques. Voilà. Spécial produit bio, ça a été fait la dernière fois. Enfin, en plus, on avait parlé des produits naturels. Naturels, oui. On avait expliqué justement la différence entre produits naturels et produits bio. Tout à fait. Oui, mais la prochaine fois, on va parler des produits bio peut-être. Oui, pourquoi pas. Oui. On peut revenir sur ça, bien sûr. Ou des cosmétiques, tout simplement, parce que c'est les cosmétiques qui ont le plus de produits chimiques. Tout à fait. Qui ont des conséquences sur la santé. Des conséquences directes, oui. Aujourd'hui, c'est prouvé. Oui, en attendant ça, oui. Non, on peut revenir sur ça dans une autre rubrique. Plus en détail, justement. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'on est plus attiré, peut-être quand c'est des produits naturels, même le parfum reste pas très, pas très prononcé. Ce qu'on aime dans les produits chimiques, c'est peut-être dans les produits cosmétiques industriels. C'est le parfum agréable, voyager. Il y a des produits justement pour fixer ce parfum, pour intensifier ce parfum, etc. Et c'est justement ces produits et ce parfum qui fait qu'on développe quelquefois des allergies également. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a justement recensé plus de nouvelles maladies ces derniers temps. C'est par rapport à l'exposition de produits chimiques. C'est vrai. C'est notre mode de vie qui a changé complètement. Ce qui fait qu'il y a des maladies qu'on est en train de découvrir maintenant et qu'on ne trouve pas encore le traitement. Et pas seulement dans les cosmétiques, même dans les produits ménagers qu'on utilise tous les jours, etc. Ça augmente les risques d'allergie. Comment on appelle ça, les parfums qu'on met dans la maison, les désodorisants, même les bougies. Les bougies parfumées, etc. C'est du poison qu'on met chez nous, donc faut faire attention. Il paraît que le nourrissant développe des allergies justement aux bougies parfumées. Les bougies parfumées, même les adultes. Même les adultes. Et puis, ce qu'on ne sait pas aussi, moi je l'avais dit déjà hier, c'est l'utilisation de l'eau de javel. On se dit, on va mettre un peu d'eau de javel pour nettoyer tout ça, mais l'eau de javel hérite. Bien sûr, il faut aérer. Quand on utilise ce genre de produit, le pire, c'est qu'on le mélange avec d'autres produits. Exactement. Ça fait Oui, tout à fait. Des réactions chimiques, c'est pour ça qu'il faut aérer. Donc, il faut penser au savon, comment on appelle ça, savon de Marseille, savon noir ou le savon d'Alep, il faut encore les trouver partout et puis on ne peut pas les utiliser pour tout non plus. C'est des savons gras, on ne peut pas nettoyer le sol avec ça, par exemple. Donc du vinaigre et du bicarbonate de soude. Exactement. Voilà. Du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Tout à fait. C'est utilisé pour beaucoup de choses, donc quand on peut les utiliser, pourquoi pas. C'est vrai. Voilà. On a fini. Tout est dit. Merci, au revoir. Je voudrais dire un mot par rapport au traitement.
On n'a pas encore trouvé le traitement, mais on a un traitement symptomatique. En fait, c'est une maladie qui peut être asymptomatique, mais quand on a des symptômes, on peut donner un traitement. Par exemple, pour l'atteinte pulmonaire, il y a des stades. Donc, on surveille sur des mois, sur peut-être des années, cette atteinte pulmonaire. Et on surveille avec des radiographies, par exemple la radiographie du thorax. On voit l'évolution de cette atteinte pulmonaire, son impact sur la respiration, par exemple. Est-ce que la personne elle arrive à respirer correctement ou pas? Et ça, c'est avec des épreuves, ce qu'on appelle l'EFR, l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Et si c'est des stades avancés, on peut donner un traitement à base de corticoïdes, c'est-à-dire anti-inflammatoire. On va aller diminuer cette inflammation. Si la personne elle répond pas aux corticoïdes ou il y a des contre-indications aux corticoïdes, on peut passer à un autre traitement, notamment les immunosuppresseurs. Mais principalement, c'est les corticoïdes qui sont le principal traitement pour la sarcoïdose. Voilà. Sinon, on a par exemple des indications où il faut traiter rapidement quand il s'agit des atteintes graves, notamment l'atteinte cardiaque, quand il y a une atteinte rénale aussi, l'atteinte ORL, l'atteinte hépatique quand elle se manifeste, parce qu'elle peut être symptomatique. Il y a le granulome, mais il n'y a pas la symptomatologie. On peut la découvrir comme ça fortuitement. Des fois, on va la chercher avec des biopsies. Et d'ailleurs, le diagnostic de la sarcoïdose est posé sur un faisceau d'arguments, c'est-à-dire qu'il y a les symptômes, on élimine les autres causes de maladies inflammatoires, de granulomatose, et on a aussi la biopsie, c'est-à-dire la preuve histologique, l'étude anatomopathologique qui va objectiver ce granulome un peu partout dans le corps. On va faire plusieurs biopsies, on va multiplier les biopsies et ça nous aide à poser le diagnostic. Et si on donne les corticoïdes, ça donne des résultats. On peut diminuer les symptômes. Voilà. Alors nous savons aujourd'hui que toutes les maladies auto-immunes conduisent vers d'autres maladies. Oui. Également auto-immune. Est-ce que c'est le cas de la sarcoïdose? Oui, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome auto-immun multiple qui peut regrouper plusieurs maladies auto-immunes à la fois, et la personne, quand elle a un terrain d'auto-immunité, si elle fait une maladie auto-immune, elle peut faire plusieurs maladies auto-immunes à la fois. Donc oui, on peut avoir plusieurs maladies auto-immunes comme ça avec la sarcoïdose. D'accord. Voilà. Oui, Monia, ouais. Est-ce que la sarcoïdose altère... C'est pas interdit, là altère la qualité de vie? Est-ce qu'on peut vivre avec la sarcoïdose normalement, si je puis dire? Oui, on peut vivre quand c'est asymptomatique, on peut vivre quand c'est aussi symptomatique, mais des stades qui ne sont pas agressifs. Mais quand, par exemple, l'atteinte pulmonaire, quand il s'agit d'une atteinte pulmonaire stade 4, parce que c'est plusieurs stades, c'est de 1 jusqu'à 4. Stade 4, c'est la fibrose pulmonaire, c'est-à-dire que nos poumons ne fonctionnent pas correctement, on peut pas, c'est-à-dire ils ne se dilatent pas correctement pour faire rentrer l'air correctement. Donc là, vraiment, les personnes, ils peuvent aller jusqu'à même l'oxygène à domicile. Ils ne peuvent pas respirer correctement. Ils ont besoin de l'oxygène à la maison et pour se déplacer. On peut dire que le pronostic vital, dans ce cas-là, est engagé en quelque sorte. Elle peut causer la mortalité, pourcentage entre 0,5 et 5% des cas. Donc on peut vivre longtemps avec ça. On peut vivre longtemps avec ça, exactement. D'accord. On avait prévu de parler de ce qui s'est également passé à Djelfa. Oui. Donc cette intoxication qui a touché 3 personnes, membres de la même famille, exactement, qui ont consommé du foie de volaille. Oui. Alors, il faut faire attention. L'intoxication alimentaire, on peut avoir plusieurs intoxications alimentaires, pas uniquement par rapport à la consommation du foie. Donc, il faut bien choisir les aliments qu'on va consommer. Est-ce qu'ils ont été bien conservés? Est-ce que la source d'où on achète? Là, c'est très important. Et vous avez vu qu'une intoxication a causé la mort. Exactement. Une intoxication alimentaire peut donner juste une gastroentérite, mais peut parfois aller jusqu'à conduire à la mort, et là c'est dramatique. Ça peut même détruire quelques organes comme les reins. Exactement. Donc il faut faire très attention. On attire l'attention de tout le monde par rapport à ça. Nous à l'hôpital, parfois il y a des intoxications alimentaires comme ça dans un groupe, dans une collectivité. Ça peut donner des symptômes comme ça qui peuvent passer juste après la prise d'un traitement symptomatique, ou bien une antibiothérapie quand il s'agit des gastroentérites d'origine infectieuse. Mais il faut faire très attention, parce que là,
Il faut faire Parfois, attention 3 peut-être personnes. à la couleur, Oui. si on voit que ça vire, que ça devient Il y a les noir, Les odeurs. En général, enfin, La date. Un foie devrait être brillant, un foie frais, on va dire. Il devrait être brillant. La couleur, c'est plus un marron chocolat. Maintenant, si on voit qu'il va vers le vert, ou bien qu'il est un petit peu compact, la couleur elle est terne et qu'il y a une mauvaise odeur, c'est clair qu'on ne mange pas. bon. Mais en général, c'est tous les aliments. Il faut vérifier tous ces aliments. Il faut bien se laver les mains sont très délicats. Les abats, c'est plus délicat. Et puis les en abats, général, c'est délicat. Voilà. Et en général, on dit que dans toute l'alimentation, on voit d'abord la couleur, enfin l'aspect et la couleur. La date, ensuite, la date de péremption. Quand il y a une date. Voilà, Oui, quand il y a une date. Ensuite, c'est l'odeur. Et en dernier recours, c'est le goût. On goûte pour être sûr que le goût n'a pas été altéré. Donc, l'odeur également. Voilà, l'odeur. Voilà, justement, on commence par la couleur, par voir, et ensuite par sentir, et ensuite par le goût en dernier. Des fois, on ne se rend pas compte jusqu'à ce que on entame, j'allais dire, la cuisson en cuisine, c'est-à-dire l'odeur. C'est l'odeur justement que dégage le. C'est pour ça qu'on jette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire oui, non, mais je l'ai acheté. Bon, il faut se dire que même si on l'a acheté, même si on risque de tomber malade, voire mourir, franchement, il faut jeter. C'est vrai. Exactement. Et puis l'hygiène des mains est très, très importante, surtout pour tout ce qui est cuisine. On parlait on parlait de sarcoïdose en fait, d'intoxication. Donc ça commence aussi par l'hygiène des mains. Il faut bien se laver les mains. Il faut apprendre aux enfants aussi à bien se laver les mains. On se lave pas les mains, il y a quelque chose d'hyper dangereux, c'est le fait d'exposer, de mettre des produits ménagers, des produits d'entretien dans sa cuisine. Oui, mais juste pour revenir à l'histoire des abats, c'est vrai qu'il faut se laver les mains, etc. Mais aussi, les abats, quand on les achète, ça se nettoie aussi. Exactement. On met du vinaigre, voilà. Oui. On les achète pas tel quel, on les met à cuire. Parce que déjà, la cuisson, elle n'est pas assez forte pour détruire les bactéries, parce qu'il faut compter au minimum 100 degrés. Et encore, certaines bactéries ne meurent pas à 100 degrés. Et la cuisson, on ne va pas les cuire à 100 degrés. Mais pas à 100 degrés pendant quelques secondes, c'est pendant à peu près 5 minutes ou un truc comme ça. Oui, il faut laisser cuire un moment pendant... Là, on peut quand même cramer... Impossible de détruire les bactéries qui sont sur le produit. Donc, il faut toujours, quand on achète surtout le poulet, etc., on le rince toujours, soit on utilise du vinaigre, on utilise soit du sel ou du vinaigre pour nettoyer justement. Ou alors on le rince au vinaigre. La viande directement. Ouais, alors que ça se lave. Et même on le sent après la cuisson, c'est pas lavé. Même la viande rouge, on la rince aussi. Sans utiliser de vinaigre, ça va le cuire, mais on rince sa viande avant de la cuire. Exactement. Toujours. Ça concerne tous les aliments aussi, même les fruits et les légumes. La viande, c'est pas la peine. Non, si, bien sûr. On rince tout. Il faut aussi acheter d'une source sûre aussi, chez une personne qui contrôle la qualité de ses produits, et aussi c'est-à-dire cette source sûre, quand on achète chez cette personne, le prix, il faut faire attention. Si on achète pour nous par exemple, il y a des gens qui préfèrent quand c'est pas cher, mais après la qualité elle est pas bonne, il vaut mieux pas. La qualité et la santé. Exactement. S'il fait une promotion sur le foie de volaille à moitié prix, voire encore moins, il faut se poser des questions. Ce foie, il est là depuis quelques jours. Et puis il y a aussi la viande congelée. Il faut savoir qu'une viande, si on achète la viande congelée ou la viande hachée congelée, il faut savoir qu'il ne faut pas la recongeler. Parce qu'une fois décongelée, on ne recongèle pas tous les aliments, même le pain. Tout à fait. Oui. Parce qu'on a tendance à dire non, le pain, on va le décongeler, c'est pas grave, les canards, on le congelait. Mais il est déconseillé aussi de recongeler n'importe quel aliment. On ne recongèle jamais ce qu'on a décongelé. Il ne faut pas dire ça peut-être, non. Rien, voilà. Sauf, j'avais suivi un documentaire une fois sur une chaîne, oui, où l'on parlait justement de décongélation, où si on devait recongeler l'aliment, il faut qu'on le mette immédiatement après l'avoir sorti du congélateur au réfrigérateur, donc tout de suite. Non, pour le décongeler. Pour le décongeler. Non, si on compte le recongeler ou recongeler une partie, c'est-à-dire on le met au réfrigérateur tout de suite. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas... Non. Ce qu'on peut faire, c'est quand on veut décongeler quelque chose, il est conseillé de le mettre au frigo. C'est-à-dire on prend son temps. Si on compte préparer quelque chose avec, je sais pas, que ce soit de la viande ou autre, le soir, on retire le produit, on le met au réfrigérateur. Exactement, on le laisse se décongeler tranquillement. C'est préférable que de le mettre sur le plan de travail. En fait, on avait expliqué qu'on ne devait jamais recongeler un produit qu'on a laissé sur son potager. Mais
quelque chose qu'on a laissé au réfrigérateur, on peut effectivement recongeler. Une fois que c'est décongelé, c'est terminé. Une fois que c'est décongelé, c'est bon. Et puis on ne décongèle pas avec de l'eau chaude, surtout pas, où on laisse sur le plan de travail à décongeler comme ça. C'est là où les bactéries et puis tous les microbes se multiplient encore plus rapidement, plus vite, surtout avec l'eau chaude. Parce qu'on a tendance à se dire, voilà, je vais mettre sur ça va aller vite. C'est pour aller vite, ouais. Mais non. Mais mieux vaut prévoir, être prévoyant, voilà, et on prépare ça la veille, on laisse au frigo tranquillement. Ça se décongèle lentement et sûrement, puis ça reste au frais. Donc, voilà. Mais on recongèle rien. Voilà, vaut mieux éviter. Non. Voilà, merci Huitette. Merci à vous. On va suivre un reportage sur le chocolat. Moi, ça me passionne énormément. Ça passionne tout le monde. Je l'ai dit, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Oui. Je vous félicite pour le choix, justement. On va suivre un reportage, celui de Sabrina Khlifi. C'est sur la fabrication de chocolat artisanal et c'est un atelier pour les enfants, surtout lors des vacances. C'est très intéressant. Regardez. Le chocolat est très certainement le péché mignon le plus incontournable, réconfortant, le plus gourmand, la douceur préférée des petits et des grands. Pour le plus grand bonheur des enfants, la galerie Fan Art organise un atelier chocolat en leur honneur. Aujourd'hui, les ateliers FNAR organisent en collaboration avec Madame Mimi des ateliers chocolat pour enfants qui ont pour objectif d'éduquer le goût de l'enfant avec une partie ludique. C'est vrai que c'est un espace qui est dédié à l'art, les ateliers de poterie, dessin, mais là on va sur une nouvelle discipline qui est faire sensibiliser l'enfant, son goût, à travers un aliment que tout le monde aime, le chocolat. L'atelier est animé par les artisans chocolatiers La Fontaine. Les ateliers chocolat pour enfants, on a commencé à les faire à la maison avec mes petits frères et sœurs. Parce qu'en les tenant occupés avec la fabrication de gâteaux, de bonbons, etc., on a remarqué qu'ils étaient plus calmes et surtout plus réceptifs. Donc on pouvait leur apprendre des choses en même temps qu'ils s'amusaient. Commence par un atelier éducatif afin de familiariser les enfants avec les produits de base, les origines, les modes d'extraction et la fabrication du chocolat. Comme ça, parce que sinon, si vous mangez directement, par exemple, si on faisait pas ça, si vous mangez le chocolat, vous allez trouver un petit morceau. Après cette séance, les enfants peuvent enfin mettre la main à la pâte en apprenant les techniques de base comme l'affinage et le tempérage. Les enfants laissent libre cours à leur créativité en préparant leur propre gourmandise. J'ai 14 ans et je suis venu ici pour apprendre à connaître le chocolat, les différentes sortes de chocolat et à fabriquer mon propre chocolat. J'ai appris l'origine du chocolat c'est très intéressant et j'ai appris aussi les étapes pour fabriquer le chocolat et ça m'a vraiment plu. J'ai été très inspiré par cette expérience. Alors j'aimerais bien la refaire une prochaine fois parce que ça m'a vraiment plu. J'ai 6 ans et demi. J'ai appris comment faire du chocolat. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est quand on a fait les sucettes au chocolat. 6 ans et demi, presque 7 ans. J'ai appris comment faire du chocolat et c'était très bien. J'ai 11 ans et j'ai fait aujourd'hui le chocolat. On a appris les ingrédients du chocolat. J'ai fabriqué un chocolat en forme de cube et j'ai dessiné une étoile. Les enfants attendent impatiemment que leur chocolat refroidisse afin de pouvoir le croquer, le déguster ou bien l'offrir. Voilà, le chocolat. De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour en parler justement, les bienfaits. Oui. Je voulais dire un truc. Ouais. Le meilleur pour la fin, finalement, non, c'est pas le meilleur pour la fin. C'est là maintenant le meilleur. Finalement. Vous aimez le chocolat, hein? J'adore. Moi aussi, j'adore. C'est mon péché mignon. En tout cas, c'est bien fait. Et comment bien le choisir? On va en parler avec Farah justement ce matin. C'est un aliment que nous aimons tous, hein, grands et petits. Oui, la majorité, en gâteau, voilà, en gâteau, en glace ou tout simplement à croquer. Nous sommes donc nombreux
a craqué devant cette gourmandise. Dans le monde, la consommation mondiale de chocolat est de près d'1 kilo par an et par personne, soit plus de 7,2 millions de tonnes. Mais comment reconnaître un bon chocolat d'un mauvais? Comment l'utiliser? Farah Hamadesh est là pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Bon, alors, rebonjour. Bon, c'est vrai qu'on a donné le chiffre, la consommation mondiale est d'1 kilo par an et par habitant. Il faut juste dire que, bien sûr, c'est une moyenne mondiale et que le chiffre, il varie d'un pays à un autre. Nous avons les champions du monde de consommation de chocolat, ce sont les Suisses. Bravo. Donc 13 kilos chocolat de... suisse. Oui, oui. Oui. Donc 13 kilos de... Et de très bonne qualité, justement. 13 kilos par an et par habitant, c'est énorme. Et il y a d'autres pays, pourquoi le chiffre il est descendu à 1 kg? Parce qu'il y a des pays qui ne consomment pas le chocolat, soit parce que c'est pas dans leur culture, c'était le cas de la Chine avant et du Japon, ou alors... Les Mexicains faisaient des plats de ça chocolat. vient de leur pays. Donc ça vient de là, l'origine du cacao, il vient d'Amérique latine, du Mexique, etc. Et donc d'autres pays qui ne consomment pas, parce que soit c'est pas dans leur culture, soit c'est trop cher. C'est le cas par exemple des pays d'Afrique qui sont producteurs de cacao mais qui ne consomment pas de chocolat parce que c'est trop cher. Donc c'est ce qui fait que nous avons la moyenne d'1 kilo par an et par habitant. Alors pour le chocolat, différentes sortes de chocolat. Tout à fait. Donc nous avons principalement 3 sortes, le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. La composition des bases est plus ou moins la même. On trouve de la poudre de cacao, donc du cacao en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Sauf pour le cas du chocolat blanc, ça on va voir tout à l'heure. Et c'est justement la teneur en cacao qui détermine le chocolat. Alors pour un bon chocolat noir... Et la plus belle image Oui. Alors, qu'on peut vous offrir, madame, monsieur, ce matin? Il y aura le mieux. chocolat. Et il y aura mieux. Il y aura mieux. Ça promet, super. Ça, exactement. Et donc, un chocolat noir, normalement, il est censé contenir un minimum de 43% de cacao. Ouais. Et un bon chocolat noir devrait contenir au moins 70% de cacao. Au-delà, à partir de 80-90% de cacao, c'est du chocolat de dégustation, il est très amer, donc c'est pas tout le monde qui aime ça. Oui. Pour le chocolat au lait, il doit contenir au moins 25% de cacao, 14% de lait en poudre, c'est pour ça que c'est du chocolat au lait, et de 25% de matière grasse. Alors il est moins gras que le chocolat noir, parce qu'il faut savoir que le chocolat noir est gras, et il est plus sucré. Ensuite, nous avons le chocolat blanc. En fait, ce n'est pas vraiment du chocolat parce qu'il ne contient pas de poudre de cacao. C'est que du gras. C'est que du beurre de cacao, du sucre et du lait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très sucré. C'est très sucré et que ça a le goût du lait concentré. C'est quasiment la même chose parce qu'en fait, c'est la même base. Et là, on a ensuite un cas particulier, c'est le VGKO. Le VGKO. Alors le VGKO, ce n'est pas du chocolat. Non, alors je pense qu'il nous est arrivé tous un petit peu de se tromper, ne serait-ce qu'une fois. Personnellement, ça m'est arrivé. Ah oui, moi aussi. C'était une super mauvaise surprise. Ça, c'est quand on pense à faire des glaçages. Justement, pour des recettes, petites recettes. Non, même pas. Même pour le glaçage. Oui. C'est pas bon. Oui, justement, elle avait parlé de se tremper par rapport. On se fait avoir quand on veut faire un glaçage et on découvre. Parce que parfois, on nous le vend et on nous le présente comme étant du chocolat. Ce n'est pas du chocolat. C'est de la poudre de cacao, du sucre et de la graisse végétale. Ça peut être de l'huile de soja, l'huile de tournesol. Qu'importe, en fait, il n'y a pas de beurre de cacao à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut lire les étiquettes, encore une fois. Tout à fait. C'est pour ça que le beurre de cacao, c'est ce qui donne du goût au chocolat. Et un bon chocolat, c'est fait à base de beurre de cacao. D'ailleurs, on appelle le VGKO la pâte à glacer, parce que parfois, il est utilisé pour glacer. Et voilà, même, j'aime bien, Mounia te dit non. Même pour glacer, alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Même quand on le goûte, il y a le côté gras qui colle au palais. Exactement. Bon, je ne veux pas démolir le VGKO, mais bon, maintenant, si, voilà, il y a certaines personnes peut-être qui aiment. Donc, après, que c'est vrai que pour le consommer tel quel, à croquer, on évite. Maintenant, ensuite, peut-être le VGKO peut-être le mélanger dans quelque chose, rajouter des choses. Essayer de rattraper. Au lieu de rajouter des choses, il vaut mieux prendre du chocolat directement. Exactement, du chocolat noir tranquille, pour glacer. Voilà, et puis, donc voilà, ce que j'avais à dire concernant les types, les sortes de chocolat. Comment bien choisir son chocolat? Là est la grande question. Tout à fait. Alors, pour bien choisir son chocolat, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce que c'est juste à croquer pour faire un gâteau ou pour faire un glaçage? Déjà, c'est pas juste à croquer, ça c'est le plus important. On va pas en faire un gâteau, on va pas le glacer, etc. On va juste à croquer. Et donc, on regarde toujours, comme on l'a dit, on le dit à chaque fois, regardez donc les étiquettes, la liste des ingrédients. Alors, il faut tout d'abord, pour avoir un bon chocolat, on évite un chocolat qui soit trop sucré. Donc, le sucre, il ne doit pas arriver en première position
position dans la liste des ingrédients, mais en troisième. C'est-à-dire après la poudre de cacao et le beurre de cacao. Il faut faire attention lorsqu'on achète, etc. Bon, souvent on trouve le sucre. Plus de sucre qu'autre chose. Oui, classé en premier, mais justement, il faut voir. Maintenant, si vous aimez les chocolats sucrés, ben, vous le prenez. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus amer, un peu plus corsé, vous choisissez un chocolat dont le sucre arrive en troisième position. Ensuite, pour avoir un bon chocolat, comme on a dit tout à l'heure, il doit être fait à base de beurre de cacao, pas d'huile végétale, parce que parfois, ils remplacent justement le beurre de cacao qui coûte assez cher par d'autres grasses végétales, justement pour réduire les coûts. Donc, on cherche toujours un chocolat qui ne contient pas beaucoup de sucre, donc le sucre classé en troisième position au moins dans la liste des ingrédients, et du chocolat fabriqué avec du beurre de cacao. Ensuite, on évite les chocolats qui sont trop riches en additifs alimentaires. Alors, si le chocolat goût quelque chose, il faut savoir que lorsqu'on dit goût caramel ou goût noisette, il n'y a pas de noisette à l'intérieur, c'est juste un arôme artificiel. Donc on évite. Quand vous lisez que ce soit dans des yaourts, du chocolat à biscuit, quoi que ce soit, s'il y a goût, souvent ce sont des arômes. Donc il faut juste vérifier au niveau de la liste, parce que quand il y a vraiment le produit à l'intérieur, c'est avec noisette ou bien yaourt avec fraise, pas goût fraise. Ou fourré au... Exactement. Donc il faut voir ça. D'ailleurs, même quand on trouve un biscuit, par exemple, c'est écrit fourré au cacao ou goût cacao, enfin c'est pas du chocolat à l'intérieur. C'est peut-être de la VGKO ou bien voilà, c'est du cacao mélangé à du sucre. Donc, il faut faire attention à cela. Et souvent, ces chocolats avec plein d'arômes artificiels, on les trouve souvent dans les barres chocolatées. C'est dans les barres qu'on met, parce qu'en une tablette, souvent, c'est vraiment les ingrédients de base, c'est-à-dire beurre de cacao, etc. Mais dans les barres chocolatées, qu'on trouve plein de parfums, barres chocolat à la fraise ou quoi que ce soit. Donc là, on évite parce que c'est trop artificiel. Et parfois, on trouve des chocolats avec la mention origine. Donc on trouve chocolat d'origine, ça veut dire que ce chocolat a été fabriqué à base de cacao issu d'une même zone de production ou de plantation. Et là, ça va donner un chocolat avec une saveur particulière, parce que souvent, pour fabriquer du chocolat, on prend du cacao de différentes origines, c'est-à-dire le cacao origine d'Afrique et d'Amérique latine. Mais quand on trouve du chocolat d'origine, c'est un chocolat donc, qui n'a pas été mélangé, qui vient d'une seule région, donc un peu plus raffiné. C'est forcément un chocolat de qualité? Qualité, ça dépend ensuite de la région, mais en moins, c'est en tout cas raffiné. Le goût, c'est un goût particulier, voilà, parce qu'il n'a pas été mélangé. Alors, quel chocolat pour quelle utilisation? Exactement. Alors, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut en faire maintenant? Par exemple, pour le chocolat à moins de 65% de cacao, il est souvent utilisé en pâtisserie parce qu'il est un peu plus sucré. Ensuite, un chocolat entre 65 et 70%, on l'utilise, on a dit, pour la dégustation, c'est-à-dire on le mange tel quel. Donc, à 65-70%, il est doux, mais il reste un petit peu amer quand même par rapport au chocolat au lait. Ensuite, le chocolat à 80% de cacao et plus, c'est un chocolat, on va dire, de caractère. Il a une texture moins fondante parce qu'en fait, il est plus gras. Plus le chocolat est fort en cacao, plus il est gras. Donc, et là, bien sûr, c'est pas tout le monde qui apprécie. Ensuite, on a le chocolat blanc. Alors, souvent, le chocolat blanc, il est utilisé en pâtisserie pour le glaçage. Parce que comme il est blanc, on peut lui rajouter des colorants alimentaires. Donc, on peut un petit peu varier les effets. Actuellement, c'est la tendance du glaçage arc-en-ciel. Qui mélange plein de couleurs, etc. Un petit peu pour glacer ces gâteaux. Et on l'utilise aussi pour faire, comme on a vu, pour fabriquer des petits chocolats, pour faire la coque un petit peu du chocolat. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Alors, on le trouve parfois dans des recettes. Ils nous demandent chocolat de couverture. Et bien, tout simplement, c'est du chocolat au lait avec au moins 31% de cacao. Et il est recommandé parce qu'en fait, une fois qu'il est fondu, ça nous donne un chocolat assez fluide. Donc il est très très facile il est idéal un petit peu pour glacer les gâteaux parce qu'il coule bien sur le gâteau, ça l'enrobe bien et ça le glace bien. Ça pour ce qui est de la pâtisserie. Exactement. Et la dégustation, il rentre également dans des recettes de masques, cosmétiques, de masques déjà dit, pour la peau, pour les cheveux. Elle a fait sur ça. Parce qu'il est nourrissant, le chocolat. C'est vrai. Et peut-être pour les peintures, on peut utiliser du cacao. Exactement, pour le colorer en marron. En marron. Oui. Marron chocolat. Marron chocolat. Voilà. Et puis, on dit souvent que le chocolat est bon pour notre santé. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, mais à consommer avec modération, parce que effectivement le cacao... C'est riche en magnésium?
C'est pas aussi riche que ça, justement. Il est riche en fibres, il contient des minéraux, des antioxydants, il y a des substances stimulantes qui sont... Il a un effet contre l'hypertension, il est anti-inflammatoire, antidépresseur, mais ce sont des substances qui sont présentes en très petite quantité. Par exemple, pour le magnésium, pour une portion de chocolat, c'est-à-dire 10 grammes de chocolat, vous avez l'équivalent de 6% de l'apport journalier recommandé en magnésium. C'est rien. Ça veut dire que pour avoir les 100%, il faut manger 170 grammes de chocolat. Noir, bien sûr. Hein. Donc là, c'est pas possible, sachant que le chocolat noir est très gras. En plus de ça, donc ça fait déjà beaucoup. On trouve aussi dans le chocolat ce qu'on appelle les polyphénols qui sont présents dans le cacao. Et ces polyphénols ont des propriétés antioxydantes qui permettent de lutter contre le stress oxydatif des cellules. Et donc, à long terme, ça permet de se protéger contre certaines maladies cardiovasculaires, mais aussi certains cancers. D'ailleurs, on trouve les polyphénols dans le thé vert. Et tout le monde sait que le thé vert est très bon pour la santé. Mais le chocolat, il reste un aliment très calorique et riche. Donc, il faut savoir que pour 100 grammes de chocolat, on a entre 550 et 570 kilocalories. Donc à consommer avec modération. Avec modération. Malheureusement pour nous. Oui, d'autant plus qu'il est gras, comme on l'a dit. Et contrairement à ce qu'on croit, le chocolat noir est tout aussi calorique que le chocolat blanc et le chocolat au lait. D'accord. Donc il ne faut pas dire, oui, le chocolat noir, il n'a que des bienfaits, etc. Non. Et en plus de ça, le chocolat noir aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que le chocolat noir, il est plus gras que le chocolat au lait. Donc il faut faire un petit peu ces calculs lorsqu'on le consomme. Alors pour les diabétiques, je dirais il est recommandé justement d'aller plus vers des chocolats noirs qui sont riches en cacao à 80%, 90% si c'est possible. Et parce que ces chocolats, non seulement ils sont réduits en sucre, mais en plus de ça, comme ils sont plus gras, donc ils les digèrent plus lentement. Oui. Donc je pense que c'est meilleur un petit peu pour l'indice glycémique, etc. Donc c'est... Mais avec des quantités... Oui, exactement. Ouais, exactement. Un carré C'est pas parce par que c'est jour, du chocolat noir oui. qu'il faut abuser. Un carré par jour. Oui, et de préférence le matin, pour avoir... Enfin, quand on va marcher et tout, on va brûler toutes les sucreries au cours de la journée. Tout à fait. Et donc aussi... un petit peu pour finir, pour bien apprécier un chocolat et le déguster, on évite de le croquer. Parce que quand on le croque, non seulement nous n'avons pas toutes les saveurs. Oui, il ne faut pas le croquer. Premier réflexe. Tout à fait. Non. On croque, ensuite on le laisse fondre dans la bouche parce que c'est là qu'on va ressentir toutes les saveurs du chocolat. Oui. En plus de ça, ça nous évite surtout d'en manger beaucoup. Parce que quand on croque, on ne le sent pas. Donc on a tendance à manger plusieurs quantités. En prendre encore plus. Exactement. Donc il faut vous le laisser fondre et vous apprécier tous les goûts et les arômes. Et je vais vous rajouter une information. Il y a un autre chocolat qui a été découvert par hasard. C'était on va dire une erreur de cuisine. C'est le chocolat dulce ou dulce. Voilà. Le chocolat blond. Pas blanc, mais le chocolat blond. Donc c'est un chef qui a laissé fondre le chocolat blanc sur le bain-marie, parce qu'on le fait fondre au bain-marie, bien sûr. Donc il a fait fondre le chocolat blanc au bain-marie, et comme il l'a oublié, le chocolat blanc qui a commencé à virer. De lait, en fait. Pas vraiment. Il a commencé à virer de couleur, donc il est devenu blond, tout simplement, et dégageait un petit goût de biscuit. Et de là est né le chocolat dulce ou dulce. Voilà. Parce qu'il y avait le lait équivalent, c'est il y avait la confiture de lait. La confiture de lait, c'est du lait. Du lait concentré, voilà. Et là, c'est un petit peu le chocolat blanc. Le chocolat blanc qui est un peu caramélisé, qui donne, voilà. Ça doit être sympa. C'est très bon. Ça doit être bon. Super. C'est bon. De toute façon, le chocolat, c'est toujours bon. Exactement. Ben voilà, qu'il soit blanc, chocolat, au lait ou d'ailleurs, ou chocolat noir. Tout est bon. D'ailleurs, même il y a de cela 2 ans, je crois. On me dit bonjour les kilos de la région. Il ne faut pas abuser. C'est notre réalisatrice, Wafa Rouati. J'imagine qu'elle aime le chocolat, elle aussi. J'imagine, sûrement. Mais là aussi, 2 ans, ils ont découvert un cacaoyer qui donnait du cacao rose. Donc ça a donné justement, c'est un goût assez fruité, presque un goût de sapin. Oui. Ça donne du chocolat rose? Oui, tout à fait. On aurait tout vu. Oui. C'est un peu rose, oui. Je voulais aussi ajouter une information. Bon, pour les enfants et tout ça, on a tendance à vouloir acheter du chocolat à mélanger avec chocolat en poudre à mélanger avec le lait. Le lait, oui. Alors faut savoir que ce n'est pas du chocolat et du sucre, mais c'est du cacao, du sucre, beaucoup de sucre, et c'est aromatisé de temps en temps, donc il y a de la vanille et tout ça, donc c'est des trucs en plus dont on n'a pas besoin, et c'est des amidons. Donc on oublie le chocolat chaud. On peut le faire à la maison. On peut le faire tout simplement à la maison en prenant du cacao,
et un peu de sucre. On dose le sucre à notre goût, parce bon que là, cacao. au moins, on sait combien on en a mis. Oui. Et puis pour les enfants, oui, c'est plus simple de mettre du cacao et un peu de sucre que d'acheter ces poudres déjà prêtes qui contiennent beaucoup trop de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Ensuite, peut-être il faudra mixer le tout pour avoir une poudre. Il faut juste savoir, non, il faut commencer avec le cacao. Bon, je suis un peu experte parce que Oui, c'est pour ça que je pose la question. quand on était petit, c'est ce qu'on prenait pour le petit déjeuner. Donc, à peu près 2 cuillères de cacao, une cuillère de sucre, vous rajoutez un peu de lait. Vous touillez un peu, vous enlevez tous les grumeaux et ensuite vous rajoutez le reste de lait. Tout Je me suis simplement. dit peut-être le fait de préparer un pot et le laisser, c'est plus... si on décide de faire à la maison, Pardon? Le pot, genre sucre et... Non, oui, c'est-à-dire préparer une quantité pour une semaine, par exemple. Sucre et cacao, bon, faut juste prendre une cuillère, c'est plus ça. Ça dépend si on a envie de mettre beaucoup de sucre, moins de sucre, tout ça. Et voilà. Mais pas le temps, enfin là. Et les chocolats chauds, c'est autre chose. C'est pas le temps, je préfère préparer quelque chose comme ça, être tranquille une semaine plutôt que de... Voilà, oui, c'est pratique. matin. Voilà. Et puis pour le chocolat chaud, ça c'est un lait au chocolat, un lait chocolaté. C'est pas la même chose. Le chocolat chaud, c'est du chocolat. C'est du chocolat. C'est du chocolat fondu dans du lait. Dans du lait. On peut ajouter un peu de crème fraîche ou une crème pâtissière, ça dépend. Il y a pas mal de recettes. J'en ai fait hier justement. Il y a ceux qui confondent le chocolat avec du café. Oui. Chocolat amer, oui. Du café noir. Très très bon. Un petit carré pour faire passer le café. Ou il y a aussi le mélange café au lait, chocolat aussi. Donc un chocolat chaud, un lait au chocolat avec du café. Oui. J'ai oublié comment que ça s'appelle déjà. Un macchiato. Macchiato, exactement. Voilà, exactement. Oui, avec du chocolat dedans. Café macchiato. Voilà. Pour moi, c'était Merci. Merci en tout cas, Farah. Merci à vous. Ah là, c'était vraiment intéressant. Comme ça, vous a donné envie de manger du chocolat. Oui, puis, vous savez un petit peu comment choisir le chocolat. Puis bon, en ce moment, peut-être, il y a des gens qui vont en acheter demain. Il va y avoir une aile qui va bientôt arriver. Exactement. Moi, je vais en acheter tout de suite en sortant d'ici. En général, on achète souvent. Oui. Après, c'est que des excuses. Voilà, après, c'est que des excuses. Bon, il y en a ailleurs, on va acheter un peu de chocolat. C'est l'anniversaire. Et je vais acheter du chocolat. Allez. En tout cas, merci, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. On va apprécier, avant de passer à la rubrique de Mounia, on va apprécier un reportage sur les ateliers de formation artistique. C'est cette fois un atelier de formation artistique avec Madame Faiza Bayou et c'est signé Laïla Ben Aïcha ce matin. Regardez. Pour Faiza Bayou, cet artiste peintre et professeur d'art plastique, l'intérêt et l'amour pour l'art devraient être transmis aux gens passionnés. Une réflexion qui l'a poussée à lancer son propre atelier de formation artistique. C'est comment l'idée elle est venue. Je me suis dit, ce que tu recherchais, finalement tu aimes enseigner, tu aimes donner ton savoir, mais à qui? Aux gens passionnés. Et c'est comme ça que c'est venu l'idée. Les gens, j'ai juste mis une annonce comme ça pour dire voilà, je donne cours de peinture et il y a eu beaucoup de demandes. Et à ce moment-là, ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Cette formation n'exige aucun profil particulier, si ce n'est l'intérêt pour l'art. La session comprend un volet théorique purement académique pour la matinée et un second volet dessin et peinture pour l'après-midi. Justement, cette forme de formation exige une structure. Ça vient avec le temps. Toute cette structure vient avec le temps, je veux dire, par rapport à l'expérience. Donc, on a ouvert depuis 2012 et ça m'a permis, cette expérience-là m'a permis de changer chaque année de méthode et de programmer justement d'autres choses. Chaque élève bénéficie d'un apprentissage personnalisé, selon son désir et son penchant. Aussi, les différentes techniques, à savoir le choix d'outils, la préparation des couleurs et des supports, sont adaptées à son besoin, afin de lui permettre de partir sur de bonnes bases. Je travaille selon la personnalité de chacun. Donc, chaque élève, il a son rythme de travail. Et donc, moi, j'essaie de m'accommoder à ça. Vous avez compris. Donc, et c'est comme ça que j'ai compris que chacun avait sa propre personnalité, surtout en peinture. Il y en a qui ont un rythme lent, donc qui peuvent finir un tableau en 3 mois. Il y en a qui le finissent en 3 séances.
Et j'ai compris, par exemple, il y a un élève qui rentre, il a envie de, par exemple, il me dit, moi, je n'aime pas les natures mortes, et je comprends peut-être parce qu'il manque de patience. Et moi, je l'oriente, par exemple, vers les paysages, où il apprend, en même temps, il se détend. Vous avez compris. Donc là, ce n'est pas juste un lieu de formation, mais c'est un lieu aussi où on se détend, on change les idées parce qu'on retrouve d'autres gens. Aussi très intéressant. Les gens qui viennent ici en général, ils sont tous très intéressants parce que ce n'est pas n'importe qui s'intéresse à l'art. De cet atelier, beaucoup d'artistes ont vu le jour et ont pu réaliser leur propre exposition. Sur leurs traces, Sabrina apprend et travaille rigoureusement pour réaliser son rêve. J'avais toujours envie de dessiner à la maison, de peindre, et je voulais être dirigée par quelqu'un qui a de l'expérience. J'aimerais bien devenir un vrai artiste, de faire des expositions, Inch'Allah. Nous aussi, on a notre atelier, initié par Monia Witis, à pâte à modeler. Oui. Vous nous renvoyez... Oui. On va pas dire mais des années en arrière. Si, quand même. On va le dire. On va le dire. On comprendra que c'est des années en arrière. Mais bon. Oui, mais bon. Quand même. Ouais. Enfin, ça fait quand même longtemps. Ouais, ça fait Elle est en train de le revivre, je pense. Oui, je revis souvent ça. Et puis, déjà à la base, moi j'adore ce genre de choses. Donc, du coup, je m'éclate. Oui. Je m'éclate tout simplement. Donc, mais justement, c'est la meilleure façon de faire découvrir les textures, les odeurs, les couleurs et tout ça à bébé. Et puis on peut commencer assez jeune aussi. Et faire de la pâte à modeler, il n'y a pas plus simple. C'est très facile. C'est possible. Voilà. Et c'est surtout économique et écologique. Exactement. Et c'est pas toxique. Du tout. Voilà. Enfin, non, c'est pas toxique. Non, c'est pas toxique, Monia. Non, c'est pas... J'adore, c'est pas toxique. Ouais. Non, c'est pas toxique. On en parle depuis hier, c'est pas du tout toxique. Voilà. Ça veut pas dire qu'on va en manger à la cuillère. Oui, voilà, c'est dans ce mais bon, ça n'a rien à envier de ces rivales qu'on retrouve sur les supermarchés. C'est de la pâte à sel. C'est de la pâte à sel tout simplement. C'est un classique, tout le monde connaît la pâte à sel. Ouais. Voilà, tout simplement, il faut préparer juste une pâte à sel. Ce qui est bien avec la pâte à sel, c'est que vous pouvez garder les œuvres de vos enfants plus tard. Quoi. Vous pouvez les faire sécher soit à l'air libre, soit au four. Et puis vous pouvez garder leur œuvre plus tard et vous leur montrerez. Voilà, c'est ce que tu as fait. Ta première pâte à modeler. Je l'ai gardée. Voilà, exactement. Donc pour la recette. Pour les autres, c'était moche, mais bon. Non, mais sur le coup, tu dis waouh, c'est super, il sait faire ça, c'est magnifique. On peut faire ça aussi. C'est un artiste, exactement. On peut faire ça. Les empreintes avec les mains. On peut garder les empreintes de bébé. Ça fera 5 fois la taille de ça. Voilà, exactement. Non, regarde comment c'était avant. C'était mignon. Écrire l'âge à côté pour dire voilà à 6 mois, à 1 an, voilà la taille de ta main, de ton pied. Je l'ai fait déjà, donc j'ai pas mal d'empreintes à la maison. D'accord. Oui, c'est sympa. Donc la recette de la pâte à sel, il n'y a pas plus simple. On a pour la recette 2 verres de farine que j'ai déjà mis dans mon petit saladier, comme vous le voyez là, auquel on ajoute 1 verre de sel. Alors je vous conseille le sel fin. C'est une petite tasse. J'ai pris la dinette. Moi, j'ai pris la dinette pour faire les doses. Donc, 2 doses de farine, 1 dose de sel, 1 dose d'eau. Donc, j'ai pris la petite dinette pour faire une petite quantité parce qu'avec un verre, on va se retrouver avec beaucoup de pâte. Beaucoup de matière. Donc, un petit verre de dinette, 2 de farine, 1 de sel. Chez vous, vous pouvez faire... Vous pouvez ajouter 1 verre de... Voilà, vous pouvez faire un verre à thé, voilà, pour ne pas avoir une trop grosse quantité, surtout que ça durcit. Donc, on a mis le verre de sel, donc, et les 2 verres de... On mélange tout ça. Et puis, après, on mouille avec tout simplement de l'eau. Voilà. Au fur et à mesure ou bien on met directement? Directement, donc les doses, c'est ça, c'est... Ah, ok, 2. 2, 1, 1. Voilà. 2, 2, 1, ok. Non, 2, 1, 1.
2 de farine. 2 de farine, 1 de sel, oui, 1 de... voilà. 1 d'eau. Ah, moi, je vous suis, hein. Voilà, ouais. Exactement. Et donc après, on fait notre petit mélange. Alors pour les couleurs, comme vous le voyez, j'en ai déjà préparé la veille à la maison. Donc pour le vert, vous prenez juste des herbes à la maison, du persil, de la menthe, ce que vous voulez. Donc pour avoir un vert qui ne va pas virer, parce qu'on a le vert a tendance à virer, surtout les herbes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le vert, ça commence à noircir, ça s'oxyde tout simplement. Donc vous le faites tout simplement blanchir à l'eau. Donc vous mettez un peu d'eau bouillante, tout simplement, et vous mettez à blanchir à peine quelques secondes. Vous allez voir les feuilles prendre une couleur, devenir vert, mais un vert vif. Très bien. Un beau vert en tout cas, comme voilà, celui-ci. Exactement. Oui. Et après vous le mixez. Vous le mixez, vous le rajoutez à la pâte. Donc on aura ce qui donnera un jeu. Voilà. Ça c'est la peinture. D'accord. Ça c'est la peinture, consommable aussi. Très bien. Okay. Donc ça donnera ce joli vert qui ne risque pas de virer. Qui deviendra un peu plus clair quand la pâte séchera, tout simplement. Ouais. Pour le jaune, on a du jaune ici, donc le jaune, du curcuma, tout simplement. Vous prenez du curcuma, vous mélangez et ça donne du jaune. Alors pour le, c'est plus économique que le citron. Oui, ça donnera pas. Voilà, ça donnera pas parce que le citron a tendance à blanchir. Oui. Voilà. Donc, ou bien du safran. Du safran aussi, voilà. C'est un peu cher le safran aussi. Ouais. Enfin, le colorant. Le colorant. Voilà. Ouais, du coup, si on rentre dans les colorants, donc c'est même pas la peine. Là, c'est justement parce qu'on utiliser du pseudo pour rester dans le naturel. Voilà, pour rester dans le naturel, parce qu'on peut mettre des colorants alimentaires. C'est plus simple. C'est plus simple, mais c'est avec des enfants un peu plus adultes, un peu plus grands. Le principe, 3 ans, 4 ans. Voilà, 3 ans, 4 ans, en principe, ils mettent pas les choses à la bouche. Mais si on commence assez tôt, vers 1 an, voire un peu avant, ils mettent tout à la bouche. Donc ils vont tout de suite goûter. Et l'avantage de la pâte à sel, c'est qu'ils vont goûter. C'est super salé, ils vont plus goûter. Vous êtes tranquille. Ça, c'est sûr. Donc pour le rouge, bon, c'est pas vraiment un rouge. Je ne vais pas vous dire que vous allez obtenir le rouge. C'est du crevette. Voilà, c'est à peu près du crevette et tout ça. Donc mais c'est joli. Vous pouvez, voilà. C'est une couleur de toute façon. Voilà, c'est une couleur. L'essentiel, c'est de colorer tout simplement. Donc vous pouvez obtenir cette couleur-là avec de la tomate concentrée, par exemple, du paprika. Oui. Et puis vous pouvez avoir un rouge qui va virer plus vers le rose. Voilà, vers le rose, vers le violet et tout ça, avec de la betterave. Oui. Jus de betterave. Jus de betterave. Alors vous mouillez directement avec le jus de betterave. Je me demande à quel moment on met le colorant. Le colorant, vous le mélangez à l'eau. Tout simplement. Ah là, vous allez faire une pâte blanche en fait. Là, oui, justement, parce que comme j'ai fait des couleurs, maintenant je fais une pâte blanche. L'idée, c'est de faire une pâte blanche et de la diviser en plusieurs. En plusieurs. Vous pouvez faire, si vous faites une grosse quantité, vous la faites blanche et puis après, vous essayez de rajouter votre colorant. Si vous voyez que c'est bien s'intégrer, non il faut bien malaxer. Et si vous voyez que votre pâte devient un peu plus liquide, vous rajoutez un peu de farine, tout simplement. Et puis c'est tout. Et donc, en tout cas, je vais mettre les mains. Super. La texture est comment, magnifique. Votre avis? Alors, c'est souple, c'est super agréable. C'est déstressant. C'est déstressant. Et vous arrivez à faire des formes? Une galette, ça compte. Une galette, une galette. Des petites boules. Un petit ballon. Classique. Un gros poids, pas un petit poids. Voilà, exactement, c'est ça. C'est pas faux. Je vais faire quelque chose quand même. Vous avez des un ballon. Attendez. Je vous ai ramené. Vous trouvez sur le marché des petits outils comme ça, c'est pour la pâte à sucre. La pâte à sucre. C'est le cake design. Exactement, pour le cake design et tout ça. Moi, je les ai trouvés à la maison. Je me suis dit, tiens, pour faire un peu de modelage. Donc, tenez, un pour vous. Je vous donne celui-là, vous. Hop là. Je peux vous aider. Voilà, et puis un autre. Faites des coquillages. Oui, faites quelque chose. C'est sympa. Voilà, le blanc, tout simplement. Faites ce que vous voulez avec, je sais pas. Si vous arrivez nul en travaux manuels, franchement. L'essentiel, c'est que ça déstresse, ça occupe bébé. Moi aussi. Dans la pâte, ça fait du bien. Et ça occupe bébé pendant un petit moment. Donc il va commencer à... Surtout les plus âgés. Quand ils essayeront de faire des petites figurines, un petit bonhomme, ce genre de choses. Donc, un petit bonhomme, ça ressemble jamais à un petit bonhomme quand ils le font, mais dans leur imagination, c'est ça. Dans leur imagination, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, et voilà la pâte blanche. Voilà, la pâte blanche. La blanche. Tout simplement, vous faites le mélange. Et puis, vous avez déjà 4 couleurs. Donc, du blanc,
du vert, du rouge, du jaune. Super. Je pense que c'est déjà pas mal pour les enfants. Vous avez de quoi. C'est clair. Hein? Non, je vais l'essayer, c'est sympa. Et c'est clair que vous n'aurez pas les couleurs de la pâte à modeler industrielle. Il nous reste 5 minutes, Monia. Voilà, exactement. Il nous reste 5 minutes. Je vais vous parler de la peinture. On va peut-être speeder un peu. Voilà, un peu speeder. Donc la peinture, c'est autre chose. Vous prenez un peu. Vous speedez, moi ça va. Vous avez toutes moi des j'ai le feuilles. temps. Moi j'ai le temps. Vous avez des feuilles. Je vous donne le jaune. Toi, je te donne le vert. Alors la pâte, la peinture, j'ai pas pu la faire sur place ici parce qu'il faut la faire cuire. Justement, qu'est-ce qu'il faut pour préparer cette peinture? Alors de l'eau, de la maïzena et du sucre glace. Je crois qu'on va voir les ingrédients. Donc je sais pas ce que c'est que ça. C'est quelque chose, c'est une œuvre, c'est abstrait, on va dire ça. Ouais. Vous allez c'est de l'art abstrait. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, je préfère le cacher. Vous mettez sur le feu de l'eau, de la maïzena et du sucre glace. Tout simplement 3 cuillères à soupe de sucre glace, une demi-cuillère à café de sel. La maïzena, c'est ce qui donne cette texture. 2 cuillères à café de maïzena et un petit verre d'eau. Et vous laissez cuire. Vous allez obtenir comme une crème pâtissière. Comme une crème pâtissière, justement. Et puis vous avez les colorants, c'est le même principe que pour la pâte à modeler. Super. Et puis le principe, c'est de dessiner un truc, pas de. Je mélange. Je mélange d'abord. Voilà. Et puis vous donnez ça à bébé. Il peut le mettre dans la bouche. Il peut faire des empreintes avec les mains. Il peut s'amuser, s'éclater. Vous pouvez mettre. Ça se nettoie facilement, j'imagine. Ça se nettoie très facilement à l'eau. Je vais donner l'astuce de notre collègue caméraman qui est juste là, c'est de ramener une grande feuille pour votre bébé, lui donner les pots de peinture et le laisser s'exprimer avec ses mains, ses pieds, tout ça, et en faire un tableau tout simplement. Ça c'est bien. Et garder un souvenir de papier généralement chez ceux qui vendent les articles pour emballage, etc. Exactement. Comme les grands rouleaux qu'on utilise soit dans on fait ça, soit on prend une feuille A3. Une grande feuille à 3 pour l'encadrer plus tard. Et garder l'œuvre. Voilà, sinon les rouleaux de papier. C'est ça, qu'on utilise pour les tables, lors des fêtes. Je pensais à ça, moi. Exactement, voilà. On peut faire ça aussi. C'est plus économique un rouleau et on est tranquille pour un bon moment. On est tranquille pour un bon moment, il s'éclate et puis voilà. Et attention, bien sûr, je sais pas toujours protéger avec la toile cirée et tout ça, même si ça se nettoie facilement. C'est plus simple de ramasser une toile cirée que de se mettre à frotter. Voilà. C'est super. Alors ça donne quoi nos artistes? Ça donne quelque chose de. Ça aide aussi bébé à exprimer sa fibre artistique, si on veut. Tout simplement, voilà. Les plus grands, je trouve que c'est sympa. Alors oui, Deda Gabi, c'est tout de suite le cœur, l'amour et tout ça. Et Zerwali Soumia, c'est une fleur. Voilà. Je suis désolée. Si, ça ressemble à une fleur. Si. Ça y ressemble. Oui, ça y ressemble. Je sais pas si on voit bien les pétales et puis on voit bien la. Elle est très jolie. Et puis pourtant, je suis nulle en dessin. Ça va. Non, ça va. Là, on voit le cœur, hein. Voilà. On peut pas montrer mon dessin. Je crois qu'il est moche. Non, il est très beau. Voilà. Bravo à vous. Merci, Monia. Voilà. Oui, une question, allez-y. Non, c'est bon. Voilà, donc vous pouvez faire ça, des ateliers, parce qu'en général, on ne trouve pas forcément d'ateliers pour bébé, surtout pour 1 an et demi, 2 ans en extérieur. Donc on le fait à la maison. Donc on le fait tout simplement à la maison, on prépare la peinture. Une semaine de vacances quasiment. Exactement, c'est le meilleur moment. Le fait de préparer ensemble déjà. Voilà, on peut le préparer avec on peut le préparer avec bébé, donc bébé, enfant. 2 ans et demi, 3 ans, on peut commencer à dire. Même un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, il aime la pâte à modeler. Le milieu de la 8 ans, il adore la pâte à modeler. Exactement. On lui donne la recette. Utiliser la pâte blanche et dessiner. Et dessiner dessus, exactement. Vous pouvez faire vu qu'on est là à exposer nos œuvres, donc voilà, j'ai fait une petite fleur tout à l'heure. Tranquille, comme ça. Voilà, tranquille. Victoire écrasante de Monia. Donc vous pouvez, la pâte à sel blanche, comme je l'ai préparée ici, donc vous pouvez en faire comme une soucoupe, tout simplement, et puis après avec la peinture, la colorer et puis laisser sécher tout simplement. Vous laissez sécher tout ça et voilà, ça fera voilà exactement. Un petit ustensile. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci les filles. Merci à vous. C'était sympa. Le chocolat, le dessin, la peinture. C'était détente aujourd'hui. Sarcoïdose. Moins sympa. Mais il faut bien en parler pour être au courant. Il faut en parler de toute façon. Merci beaucoup. On dit bonne année tout le monde. Voilà, c'est vrai. Mercredi. Voilà, moi j'aurai l'occasion de le dire demain.
Et pour vous, vous pouvez le faire. Bonne année à tous, meilleurs vœux. On se retrouve l'année prochaine, c'est ça. Bonne année à vous toutes, en tout cas, à vos familles, à vos enfants également. Et on termine. Nos amis téléspectateurs aussi. Voilà, nos amis téléspectateurs. Et on termine en couleur, en tout cas. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne. D'ici là, restez fidèles à nos programmes, restez branchés sur Canal Algérie et puis surtout, gardez le sourire. C'est la fin de l'année. هذا البرنامج